Dominique, bonjour. Bonjour. Tout d'abord et très sincèrement, un grand merci de l'équipe du Carnaval des possibles de l'Oise de prendre ce temps, puisque j'ai compris que tu avais un emploi du temps bien chargé. Merci à Euh, vous. pour nos spectateurs, téléspectateurs, tu es en Suisse là? Oui, je suis chez moi à Lausanne. À Lausanne, d'accord, voilà. Donc, je te présente rapidement et puis tu me diras tout de suite si la présentation te convient, si tu as envie de compléter. Donc, tu es philosophe, professeur émérite à l'Institut de géographie et de durabilité à l'Université de Lausanne. C'est juste. Je ne crois pas qu'il y ait des chaires comme ça en France. Je sais pas. Si, il y a beaucoup de choses dans l'environnement en France. Alors Oui, en mais Suisse, on dit honoraire et pas émérite, mais on s'en fout. Les Français ont l'habitude des mérites. Ça change rien. C'est la d'accord. même chose. Et donc, tu es directeur de la publication de la revue en ligne lapenséeécologique.com. Tout Donc, à un fait. des objectifs de ce que l'on fait, c'est aussi de faire de la pub pour tes travaux, hein, Bah, puisqu'on a c'est ça. envie de diffuser ta pensée, bien sûr. Et tes dernières publications, je te poserai quelques questions dessus au cours de l'interview. Et en même temps, comme ça, je le présente. En 2019, Le marché contre l'humanité. Et je crois que Tout les à titres fait. sont explicites, enfin pour moi. Bah, pour moi 2020 aussi. pour une véritable révolution de la démocratie. Oui. Voilà. Donc, ce que je t'avais dit, est-ce que tu veux présenter des petites choses plus Non, c'est très particulières? bien. Non, c'est très bien. Tu peux juste peut-être rappeler, si tu veux, la participation à Retour sur Terre, 35 propositions. C'est une petite plaquette, un petit livre qui est sorti à mi-juin. Alors justement, c'était ma première question. Donc par rapport à cette plaquette, tu es, alors vous êtes très critique parce que c'est un collectif, je crois, vous êtes 6 ou Oui, 7, tout à fait, on est 7, oui, je vous crois. êtes 7, à avoir fait ces propositions, enfin ces analyses et ces propositions. Vous êtes très critique sur les plans de relance du gouvernement français. Et donc ma première question, c'est est-ce que tu peux expliquer en quoi une relance classique ne nous fera pas sortir de la crise dans laquelle on est actuellement? Ah, alors certainement pas à un double titre, si tu veux. Elle ne nous fera pas sortir des crises attachées aux problèmes de biodiversité, puisqu'en fait, on est confronté à une zoonose et donc à une maladie d'origine animale. Et comme nous détruisons le vivant, les aires de vie du vivant, en fait, on constate que les zoonoses aujourd'hui sont beaucoup plus importantes qu'elles ne l'étaient auparavant. Pour les maladies émergentes, c'est 60% des maladies qui sont des zoonoses. Et beaucoup de maladies qui nous menacent, le Zika, etc., bon, sont des maladies qui viennent du monde animal. On est en train de détruire les dernières aires un peu sauvages et beaucoup d'espèces désormais sont en contiguïté avec les habitats humains. Alors c'est probablement l'origine du virus, du coronavirus, même s'il y a un petit doute en ce sens qu'en fait, si on avait eu affaire à une manipulation, parce que les Chinois, effectivement, sont très doués en termes génétiques. C'est sans doute le pays le plus avancé. Ils pratiquent déjà des choses assez étonnantes, comme le fait, par exemple, d'inoculer un virus donné à un furet. Ensuite, on le laisse évoluer, on l'inocule à un autre, etc., pour essayer d'anticiper les mutations possibles et voir quel pourrait être le virus plus dangereux. Donc, on ne peut pas décider. Mais quoi qu'il en soit, ça ne change rien. Même si là, on avait eu affaire à un accident, ça ne change rien sur le fait qu'effectivement, on a été confronté à pas mal de zoonoses, on en aura d'autres. On a aussi tout le problème du dégel du pergélisol qui pourrait nous ramener des virus pas très sympathiques dans les hautes latitudes nord. Et donc là, la relance du gouvernement est une relance classique. Il s'agit de faire repartir l'économie, de vendre autant de bagnoles, de faire repartir l'aviation, etc., comme si de rien n'était. Donc on est toujours, même s'il y a sur les milliards quelques-uns qui vont aller sur des choses plus écolos, mais encore une fois, on peut s'interroger. Si tu prends une voiture comme la Zoé de Renault, qui est pourtant une des meilleures en termes électriques, il faut que tu aies à peu près fait 100 000 km pour que tu commences à ne plus émettre de carbone. C'est-à-dire qu'avant, c'est la fabrication de la voiture, de la batterie, etc. Euh, par rapport à une voiture thermique, c'est le surcroît qui est de ce côté-là. Donc, déjà, sur le plan du vivant et par rapport à l'attaque virale qu'on a connue, une relance classique va continuer à détruire les espaces sauvages, à nous mettre en contiguïté, à déréguler les écosystèmes, à mettre à bas la biodiversité. Et nous aurons d'autres problèmes, d'autres types de zoonoses à l'avenir. Malheureusement, c'est quelque chose de très probable.
Par ailleurs, une relance classique, évidemment, elle ne répond en rien à toutes les autres difficultés écologiques que l'on connaît, et je te les rappelle, au-delà de la biodiversité qui est quand même l'essentiel parce qu'on on en fait partie, et puis le climat, ça n'a de sens que pour autant que ça permet aux vivants de s'épanouir. Donc le problème climatique, évidemment, le type de relance qu'on connaît aujourd'hui, mais je viens de te donner l'exemple de la Zoé, n'est pas la réponse adéquate. Et on a un autre type de problème, on a un type de problème en matière de ressources. On commence à arriver au taquet sur pas mal de ressources sans lesquelles on n'a pas nos iPhones, nos machins électroniques, etc. Et puis l'Agence internationale de l'énergie nous l'a dit, on devrait connaître très probablement un resserrement de l'offre pétrolière. Alors tu vas me dire c'est très bon pour le climat, mais je te répondrai là-dessus après. Mais ça risque d'être brutal. Et du fait d'ailleurs de la crise du Covid, on a encore moins investi qu'on le faisait. Et donc, du coup, le resserrement risque d'être plus sévère. Et en fait, autant la décroissance est quelque chose qui s'organise et qui se répartit, autant un choc pétrolier dans la situation où nous sommes peu de temps après la sortie de la crise du Covid resterait de très méchant et de déboucher sur une déstabilisation internationale qui est entre nous déjà un petit peu en cours. Donc voilà, très rapidement, si tu veux, toutes les raisons pour lesquelles le type de relance que l'on connaît n'est pas la bonne réponse. Mais je m'empresse d'ajouter que c'est pire, qu'il y a 2 décisions gouvernementales récentes qui nous montrent que c'est bien pire. On a eu la décision sur les néonicotinoïdes qui vont être réautorisés pour les betteraves alors qu'en fait il y a des alternatives. Mon collègue ami du fumier l'a encore rappelé dans Le Monde récemment. Mais pire que ça, on n'autorise pas simplement les néonicotinoïdes pour les betteraves, mais on les autorise sur tout le territoire pour toutes les autres plantes. Hmm. À partir du moment où on prétend qu'il y a une difficulté. La difficulté, c'est parce qu'on ne veut pas passer à des pratiques différentes. À ça s'est ajouté l'entrée en quelque sorte dans le dur de la décision qui avait été prise pendant la crise du Covid de permettre aux préfets de suspendre pour des raisons économiques toutes les réglementations environnementales. Et ça vient d'être entré dans le dur. Donc en fait, il est très clair qu'on a un gouvernement, mais ce n'est pas le seul, c'est pas mieux ailleurs, mais un gouvernement qui est dans le train classique. Donc en fait, la question de l'environnement, ça ne l'intéresse pas, c'est pas un problème. Il a son référentiel d'économistes néoclassiques, ils ne veulent pas en sortir, simplement quand même qu'on est encore un peu dans une démocratie, il ne faudrait quand même pas que les gens s'inquiètent trop, donc il faut aussi leur dire qu'on prend en charge les questions d'environnement. Donc le gouvernement Macron, le gouvernement Castex, c'est pas mieux que le précédent avec Édouard Philippe, pratique une sorte de double discours en quelque sorte. Enfin, c'est pas discours et discours, c'est discours et action, c'est-à-dire on parle de l'environnement, mais lorsqu'on agit, on fait le contraire. Mais c'est une politique des faux semblants. Et je rappelle que pendant les 2 premières années du gouvernement Édouard Philippe, ce gouvernement a passé son temps à détricoter une grande part du droit de l'environnement. Alors, a priori, je suis neutre en tant qu'intervieweur là, mais disons que je partage quelque peu ce que tu viens de dire. Là, tu as essentiellement présenté le volet critique de la relance telle qu'elle se fait réellement, au-delà des effets d'annonce. Mais dans la plaquette dont on parlait là, à l'instant, vous publiez donc tous les 7 des esquisses de projets de société post-Covid, c'est-à-dire en termes de solutions. Alors pourquoi je dis ça? C'est parce qu'au niveau local, on travaille beaucoup sur les alternatives locales, ce qui est logique, les mutualiser, les valoriser, les développer, et c'est indispensable. Souvent en partenariat avec des collectivités d'ailleurs. Ceci étant, on a la conscience, alors c'est plus une perception, que si ces initiatives locales ne sont pas articulées avec une réflexion politique globale, il y a très vite des limites. Et donc, j'aimerais bien, et je dis ça en toute honnêteté, je n'ai pas lu, j'ai lu les articles parlant de cette plaquette, mais je ne l'ai pas lu personnellement. Les pistes les plus importantes, les plus marquantes de ce que vous proposez justement pour un projet de société post-Covid. Alors, je vais le faire. Hein. Je vais exposer enfin, une de nos mesures phares, hein,
qui est celle des quotas. Et je vais expliquer ce que ça signifie. Mais juste avant, je voudrais donner un exemple très, très local. Parce qu'on va dire, oui, mais tu racontes ça, mais en fait, effectivement, si Airbus ne repart pas, c'est une catastrophe pour l'économie de tout le Sud-Ouest, et l'économie française plus largement, c'est du chômage, ça. Mais bien sûr, et on n'ignore absolument pas ça. Mais justement, là, j'ai été contacté il y a quelques mois par des gens d'Airbus qui proposent justement, eux, une alternative. Parce que pour le moment, ils sont au chômage partiel, ils sont payés par l'État en quelque sorte à ne rien faire, parce que le groupe Airbus ne veut rien entendre. Et tu vas voir ce qu'il propose, le groupe ne veut pas l'entendre. Le groupe ne veut faire qu'une chose, c'est revenir à son métier classique, repartir comme avant. Or, déjà, ne serait-ce que pour eux, c'est extrêmement dangereux, parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, la Covid-19, ben voilà, c'est une crise sanitaire, mais très probablement compte tenu de l'état de dégradation de la biodiversité, on aura d'autres crises de ce type-là dans la décennie ou dans les décennies qui viennent. Et 2 crises comme ça successives pour la glaçon, alors cette fois-ci, c'est mort. Et donc, en fait, eux, ce qu'ils proposent, c'est qu'il y a un savoir-faire en plus européen, mais où la France est très bien placée avec, c'est un savoir-faire sur l'hydrogène, c'est un savoir-faire sur l'isolation. Il y a des savoir-faire multiples très intéressants chez Airbus. Et ces salariés d'Airbus proposent de transformer petit à petit, au moins une partie, c'est pas de renoncer totalement à l'aviation, mais de transformer une partie des activités du groupe en un groupe de la transition à l'échelle européenne pour maintenir les emplois, mais réorienter le savoir-faire du groupe vers des activités qui sont beaucoup moins destructrices. Pas forcément de l'aviation. Et pas, non, justement, là, ça ne serait pas de l'aviation. Alors, D'accord. ils ne renonceraient pas totalement, mais comme ils ne sont pas fous, ils savent très bien qu'ils vont devoir redescendre dans ce domaine-là pour ne pas perdre le savoir-faire et pas perdre les emplois. Ils proposent à cette échelle, à l'échelle européenne du groupe, de convertir une partie des activités avec les savoirs actuels dans d'autres domaines. Moi, je trouve ça superbement intelligent. Alors, normalement, on devrait faire une tribune avec eux. Et le groupe ne veut rien entendre. Il veut Alors, revenir. quand tu dis le Alors, groupe, quand tu dis le groupe, c'est l'avionneur, c'est le capital. l'avionneur Airbus, c'est la compagnie Airbus. Et que dit le gouvernement français? Il s'en fout. Je ne sais Non, rien, je ne suis pas c'est rien. à D'accord. la Non, place c'était par rapport à la critique de tout à l'heure. Non, non, oui, oui. Alors, je ne sais pas s'ils s'en foutent, mais en tout cas, ils ont une vision, eux, qui est la même. Oui, oui. Bon, il faut tout faire pour revenir à ce qui fonctionnait avant. Pour relancer très vite l'activité, pour Voilà, développer pour le relancer pays. l'activité de manière classique, avec un petit infléchissement, parce que comme je le disais, il faut quand même créer quelques faux semblants. Puis en plus, il y a des créneaux où effectivement ça peut rapporter. Donc on va aller au moins dans ce. D'accord. Alors Là, maintenant, je reviens à la oui, mesure. là, c'était ton exemple. Voilà, ça c'était l'exemple, mais je pense que c'est important parce que si tu veux de dire ça, parce qu'encore une fois, bien sûr qu'on a conscience de la difficulté d'une transition. En fait, comme on est allé très très loin dans la destruction, et plus on va loin dans la destruction, plus le fait de réorienter le système est extrêmement difficile. Tout à fait. Et là, un coût social. Donc, donc c'est bien pour expliquer. Bien sûr, on sait ça, on l'ignore pas du tout, mais on sait que si on ignore l'autre partie, on aura ça en plus d'un état quasi invivable sur cette planète. C'est pour ça qu'on veut agir. Ça, je crois que c'est très important de comprendre. Alors, dans les instruments qu'on propose dans cette plaquette à plusieurs auteurs, Il y avait les quotas. oui, alors il y a cette question des quotas, mais je m'explique. Déjà, en fait, on a 2 moyens pour réduire nos émissions de carbone, et on va voir qu'avec nos quotas, on va un peu plus loin que le carbone. Mais on a soit les taxes, soit les quotas. Et les taxes sont très injustes. Tout simplement parce que, et on l'a vu avec les et je leur donne totalement raison, même si je n'ai pas bien compris au début, mais ils ont fini par me convaincre, qu'en fait, à partir du moment où on voit le bas des classes moyennes qui dégringole en France, la France est un pays, on n'a pas le nombre exact, mais c'est plusieurs millions, peut-être entre 6 et 8 millions de précaires énergétiques, c'est-à-dire de gens qui vont dépenser au moins 10% de leurs revenus simplement pour se chauffer et produire leur eau chaude. C'est 9 millions le chiffre en général qui est avancé en Voilà, France. alors tu vois, moi j'étais entre 6 et 8, c'est même 9. Donc, dans une situation pareille, si tu augmentes, si tu crées une taxe additionnelle sur les combustibles, les carburants, tu étrangles ces gens.
Et sur les carburants, tu les étrangles d'autant plus qu'ils ont dû s'éloigner de leur emploi pour des raisons pécuniaires, pour des questions du coût Mhm. du logement. Ils n'ont pas, évidemment, l'argent de se payer la bagnole la plus économe, entre guillemets, on l'a vu tout à l'heure, mais en tout cas, ils vont continuer à rouler avec une vieille guimbarde qui crache pas mal de carbone, mais surtout qui consomme beaucoup de gazole. Donc, eux, ça leur rend la vie impossible. Donc ça, c'est pas possible. Il y a encore quelques pays où les écarts sociaux sont moins importants, il y en a de moins en moins aujourd'hui, mais il y en a encore quelques-uns. Tu vois la Suède, ils ont fait ça depuis 15 ans, même plus, et ça marche, il n'y a pas de contestation sociale là-dessus. En Parce qu'il France, y a moins, on est d'accord, parce qu'il y a moins d'inégalités sociales. c'est fondamental. Et Oui. nous, ce type de mesure est totalement impossible parce qu'il accroît des inégalités qui sont déjà croissantes Mhm. et qu'il acculerait des gens à l'impossible. Mhm. Donc non, on arrête avec ça, ça n'a pas de sens. Okay. Donc, quelle est la mesure qui reste une mesure juste? Eh bien, c'est celle des quotas. Alors, je vais expliquer ce qu'on entend par quota. En fait, l'idée d'avoir des quotas, c'est que quand tu ferais un achat, tu aurais en fait deux monnaies. Tu aurais une monnaie pécuniaire classique. Quand on est dans les classes populaires, on sait très bien, même d'ailleurs au-delà, on sait très bien que l'argent, c'est pas indéfini. On ne peut pas tout acheter, on ne peut pas tout avoir. Ben ouais, pour la destruction de la planète, c'est le même problème. Et donc là, on aurait une deuxième monnaie. Et une monnaie, ça serait le fameux quota, et cette monnaie, elle exprimerait le coût en termes de destruction de la planète de l'achat d'un bien. Et donc, en fait, elle traduirait ce qu'on pourrait appeler des unités de charge écologiques. Par exemple, l'Office de l'environnement en Suisse a fait pour un certain nombre de biens le calcul en termes d'unités de charge écologique. C'est un calcul alors, qui est fiable, hein, il n'y a pas trop de discussion dessus. Et donc, quand tu achètes un bien, aujourd'hui, quand ton bien est peu cher, en fait, ça veut dire très souvent que tu as ce qu'on appelle des externalités négatives environnementales, c'est-à-dire que ton bien, en même temps qu'on le produit comme bien, il a produit des maux, et ces maux, ces destructions ne figurent pas dans le prix. Et plus tu es cochon, plus tu détruis, eh bien, moins ça figure dans le prix. Si tu commences à rentrer dans une démarche un peu d'éco-conception, si tu rentres dans une démarche bio, etc., par exemple pour l'agriculture, eh bien, au contraire, tes mesures de protection, les efforts que tu fais pour détruire moins, vont entrer dans le prix. Ce qui fait qu'en général, quand tu achètes propre, tu achètes plus cher. Prenons, j'étais tout à l'heure avec Jessica Aubilly, qui fait une belle bande dessinée sur la question du chlordécone dans les Caraïbes, Martinique et Guadeloupe. Et ben voilà, quand tu achetais des bananes au chlordécone, c'est sûr qu'elles étaient moins chères que des bananes bio. Et bien là, du coup, tu as deux monnaies. Et ta monnaie, franchement, si tu achètes des bananes bio, en unité de charge écologique, en quota, tes bananes, ça sera beaucoup moins cher. Elles seront plus chères pécuniairement. Mais attention, là, la différence, c'est qu'aujourd'hui, pécuniairement, si tu es très riche, tu n'es pas très limité. Là, nos quotas, ils sont égalitaires et ils ne sont pas échangeables sur un marché derrière. C'est-à-dire, tout le monde est à la même enseigne. En termes de destruction, tu n'as pas des riches qui peuvent détruire plus que les pauvres. Les riches ont rigoureusement le même droit à détruire que les pauvres. Que je- Alors, quand tu instaures ce système de quotas, au départ, si tu es pauvre, tu ne seras absolument pas impacté. Mais tu finiras par le devenir. Parce qu'un pauvre ici, il détruit déjà beaucoup plus qu'ailleurs. Et donc, en fait, l'idée, si tu veux, c'est de driver nos achats pour qu'on aura l'information, on saura quand on achète, si on détruit plus ou moins. Et du coup, ça va, si tu veux, entraîner derrière, eh bien, vraiment une réforme profonde de l'appareil de production. Par exemple, évidemment, quand tu vas faire venir un bien des antipodes, parce que le travail humain n'est pas cher aux antipodes, il est beaucoup plus cher ici, et là, bing, tu vas sacrément payer en quota. Est-ce que je peux me permettre une critique Au contraire, vas-y. qui est une remarque à chaud, hein, puisque je Oui, connaissais un petit peu, tu avais développé cet exemple, mais à partir des poêles à frire, oui, assez oui. politique. Bon, et j'avais eu du mal quand même. Mais la critique plus fondamentale, c'est qu'en définitive, le levier de transformation que vous proposez, donc vous êtes, passe essentiellement par je dirais un consommateur citoyen actif par le biais de la consommation.
Ma remarque, c'est est-ce que ça ne pourrait pas être, alors justement, c'est le poids du politique, de ceux qui légifèrent, qu'il n'y ait plus de possibilité de produire des biens qui seraient en eux-mêmes destructeurs de la planète. Autrement dit, qu'on n'attende pas l'échelon que va faire le consommateur pour induire l'évolution des marchés, tu vois. Euh, Ouais. que ce Alors, soit, que ce soit au niveau de l'offre, il y a des offres qui sont interdites. On n'a pas le droit de cultiver des bananes avec je sais plus le nom, la le chlordécone. chlordécone, mais bien sûr, ça, tu t'imagines les dégâts que ça a. Mais C'est bien une sûr, remarque. c'est pas non, justement, c'est pas du tout exclusif, si tu veux, surtout pas. Bien sûr, ce qui est totalement dangereux, ou trop dangereux, tu as raison, on le supprime. On interdit ni plus ni moins. Alors attention, aujourd'hui, ça va faire mal. Parce que, attends, tu interdis toute l'agriculture conventionnelle, Ouais. tu fais crever de faim tout le Maghreb parce qu'ils mangent sous forme de semoule, etc., du blé français produit dans les pires conditions. Donc en fait, si tu procèdes comme ça, ben, je suis désolé, mais tu interdis tout vol d'avion, tu interdis toutes les bagnoles, tu interdis la plupart des appareils. Donc, tu vois, en fait, tu n'as pas de bien, c'est ça qu'il faut à comprendre, et c'est ça qu'on a du mal à comprendre. Il n'y a pas de bien qui n'ait pas une forme d'impact négatif. Donc, en fait, l'idée, c'est déjà de toucher ce qu'on appelle toutes les consommations finales. Alors, tu as raison, tu ne touches pas que les consommations finales individuelles avec ce système-là. Tu touches aussi toutes les consommations finale collective, toutes les infrastructures. Ah, ouais, d'accord. Et évidemment, pour ces choix d'infrastructures, tu peux avoir exactement le même raisonnement. Mhm. Et donc, une municipalité aujourd'hui qui va choisir des infrastructures moins chères, produites ailleurs, ben, elle ne le fera plus. Mhm. Parce que là, elle va devoir sacrément payer le coût carbone de la chose. Donc, ça va relocaliser de façon intelligente les choses. Ça va être une pression énorme à la relocalisation. Et puis, si tu veux, comme c'est progressif, mais une progressivité quand même assez rapide, bah, ça contraint assez rapidement à s'adapter, mais en quelques années, ça change complètement le paysage industriel. Si tu veux, l'industrie, il n'est pas fou. S'il voit Mhm. qu'il ne peut plus vendre, il va faire autre chose, il va faire autrement. Et Mhm. là, tu encourages tous ceux aujourd'hui qui se donnent la peine de faire autrement. Tu, euh, tu les avantages. Mais effectivement, ce qui est fondamental, eh bien, c'est que le droit de détruire, il est égal pour tous. C'est pas parce que je suis riche que je peux détruire plus la planète qu'un autre. Est-ce que, Alors ça, évidemment, dans un pays comme la France, c'est pas d'emblée très facilement acceptable. est-ce que c'est un petit peu différent de l'idée qui est déjà mise en œuvre dans certaines collectivités, par exemple, c'est pour qu'il y ait une égalité de base, c'est les premiers mètres cubes d'eau sont à un tarif relativement bas pour tout le monde. Et après, il y a une progressivité dès l'instant, tu as une Tout à fait. piscine, tu consommes. Mais j'ai l'impression que c'est un petit peu différent ce que vous Oui, proposez. oui, non, mais justement, ça s'exclut absolument pas. Nous, c'est universel, ça va porter sur tout. Mais effectivement, si tu veux, par exemple, ça c'est une vieille affaire, ce que tu dis là, ça fait longtemps qu'on a réfléchi à ça, ça fait à peu près 15 ans que cette idée est en place, et maintenant elle commence à se mettre en œuvre. Ça c'est fondamental. Si tu veux garder un service d'eau, et si tu rends l'eau directement trop chère, ben évidemment tu vas pénaliser les classes populaires, Mhm. les gens qui ont les plus faibles revenus, et puis en plus tu vas dissuader pas mal de gens de recourir au réseau. Mhm. C'est pas bon. Donc effectivement, alors ça fait partie. Ça, c'est pas du tout exclusif, hein. Les deux peuvent totalement se combiner, hein. Les deux peuvent totalement se combiner, c'est-à-dire que effectivement, en fait, ça revient un peu au même, hein. Quand tu as tes quotas, eh bien tout ce qui t'est indispensable, tu as les quotas pour le faire. Mhm. Et donc ça va rendre ta marge pour ce qui n'est pas indispensable va s'affaiblir. Et donc ça va faire par l'intellection et non par le prix le fait que tes autres consommations, enfin, tu vas être dissuadé à continuer sur les autres consommations. D'accord, Et au bout d'un moment, tu es même interdit, puisque ton droit de détruire, encore une fois, il est égalitaire. d'accord. Vu que ça fait déjà plus de 20 minutes, on avait dit Et un on ne voit format pas le temps de passer. 25 minutes, bah, si tu te sens bien avec nous, on te réinvitera. Donc, on reste dans le format qu'on avait dit. C'est simplement donc une dernière question. Il y en a plein qui sont venus en t'écoutant, mais bon, je me les garde pour moi. C'est
la Convention citoyenne pour le climat Climat. a fait, de notre point de vue, un travail remarquable, même si on peut ne pas être d'accord sur telle ou telle chose, mais globalement un travail citoyen de qualité, qui est presque un projet politique, même s'il manque certaines choses sur la finance, sur l'énergie, etc. Euh, Cette démarche, c'est-à-dire au-delà de ce qu'ils ont produit, que penses-tu de cette démarche? Alors, c'est en lien avec ton dernier livre, c'est pour une véritable révolution de la démocratie. Hmm. C'est plus sur cet aspect Ouais, démocratique, sur cet aspect-là. avec l'idée, comment faire de l'éducation populaire avec les gens. Avant de demander aux gens de voter, faut prendre le temps de la délibération construite pour faire que les gens soient plus lucides et conscients. Voilà, c'est une question un peu confuse que je te pose, Non, mais non, je comprends. au travers de l'exemple de ce qui s'est passé à la Convention citoyenne pour le climat, quelles propositions, parce que je ne sais pas s'il y en a dans votre livre sur la sortie de crise, sur justement les aspects Si, démocratie. si, bien sûr, c'est très important de renforcer au maximum. Alors déjà, moi, la première leçon que je retire, ce qui est déjà très important, c'est que les 150 reflètent bien le niveau de formation de la population. Il n'y a pas de biais, si tu veux, de formation. C'est pas que les gens les mieux formés qui se trouvent dedans. Hein, quand tu vois les grèves pour le climat, malheureusement, c'est plutôt, il y a des exceptions, mais c'est plutôt la partie la mieux formée de la jeunesse. Et c'est un vrai problème, parce que Mm. ça laisse un peu de côté, et pas un peu, ça laisse largement de côté les classes populaires. Bon, mais là, c'est pas le cas. Là, il y a déjà un choix hasard, après il y a des gens qui refusent, et donc dans les gens qui ont été retenus, il a été fait très attention pour qu'on ait une espèce de photographie, si tu veux, de l'ensemble de la population. Et quand tu regardes le résultat de 150 citoyens, pour le coup, statistiquement représentant vraiment la nation, Mm. ce qui n'est pas du tout le cas du Parlement, comme tu le sais, Mm. c'est hyper biaisé, eh bien, ils font un travail autrement intéressant et autrement au diapason des difficultés qu'on connaît. Et donc, en retour, on voit bien qu'on ne peut pas continuer avec cette forme de démocratie qu'on connaît. Elle est trop biaisée. C'est une démocratie qui surpondère certains intérêts. Et alors, bah, peut-être aussi les classes populaires ont une responsabilité dedans, parce que souvent les gens ne votent pas, ou votent plus, sont écœurés. Alors ça n'améliore pas le système, ça l'empire. Et on a donc un Parlement qui est disreprésentatif par rapport à l'ensemble de la population. C'est absolument pas le cas avec les 150. Et là, on voit que les 150 associés à une information de qualité à l'amont, bah, produisent des choses extrêmement intéressantes. Même si à mes yeux, ce n'est pas proportionné encore totalement du mais en tout cas, ça va excellemment et dans le bon sens. Bon, bah, c'est une très belle leçon et il faut s'en inspirer. Et c'est clair, enfin moi ça fait des années que je le dis, on ne peut pas rester avec les institutions de la Ve République. Elles sont désormais complètement décalées, elles donnent trop de pouvoir à déjà un homme seul, ce qui est assez ridicule. Bon, et puis d'autre part, vraiment, elles sont biaisées. Elles sont vraiment biaisées par l'argent. Alors moi je l'ai un peu éprouvé en étant candidat pour les européennes, hein, si tu veux. Quand tu viens avec des petites listes, tu as une visibilité qui t'est donnée par les règles qui est très très faible, Mhm. qui est infiniment plus faible. Donc en fait, le système, en plus, il est fait pour s'auto-entretenir. C'est-à-dire que quand tu es fort, tout est fait pour qu'on ne te menace pas, pour que des faibles ne puissent pas venir et s'imposer. Voilà, il y a tout un tas de raisons qui font qu'il faudrait qu'on arrive à changer de système. Alors comment, je ne sais pas. Voilà, ce sera une autre émission. On fera une Voilà. autre émission. Voilà. Écoute, Dominique, vu le temps imparti, donc on va arrêter là. Je te remercie vraiment. Et alors j'en profite, c'est une petite boutade. Tu as un petit mot à dire pour le Carnaval des possibles, même si tu ne connais pas encore, on t'enverra les liens. Oui, alors je regrette de ne pas le connaître cette année, mais en tout cas, un carnaval populaire et où en même temps on essaie de diffuser de l'information de qualité, c'est indispensable pour qu'on s'en sorte. Donc, Voilà. on t'enverra les liens pour que tu puisses le suivre à distance. Merci Voilà. encore. Avec Et plaisir. puis, je coupe l'interview. Merci, hein. Voilà, Au merci revoir. à toi. Au revoir.